Imagine 3 enfants dans une cour de récréation. Chaque fois qu'ils veulent jouer, ils doivent demander des jouets à un groupe d'adultes qui fixent les règles, prêtent un ballon, puis changent d'avis au moindre problème, mais qui cachent en réalité un plan super malin. Investir dans leur avenir avec leur propre argent, sans demander la permission à qui que ce soit. Elle veut créer des liens solides entre ceux qui cultivent et ceux qui transforment les récoltes, entre ceux qui extraient des ressources et ceux qui les utilisent, entre les produits locaux et les marchés voisins, avec des coopératives locales dirigées par les habitants. Le but est simple mais puissant. Manger ce qu'on fait pousser et faire pousser ce qu'on va manger. Pas de dépendance, pas d'attente. Juste une chaîne complète, gérée à l'intérieur pour retrouver le contrôle sur l'alimentation et l'énergie, les 2 piliers de la vie quotidienne. Le Congo ne tombera jamais. Vous êtes sur KTG News au Monde. Nous vous disons merci et bienvenue dans votre émission Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique a pour but de réveiller la conscience des peuples africains. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il s'agit de la création d'une banque sans aide des Occidentaux. Les plans chocs de l'Alliance du Sahel, le pays comme Mali, Niger, Burkina Faso, ils ont dit non aux Occidentaux. Mieux vaut créer une banque pour le développement de l'Afrique. Je vous laisse d'abord suivre cette vidéo et on se retrouve tout juste après. Imagine 3 enfants dans une cour de récréation. Chaque fois qu'ils veulent jouer, ils doivent demander des jouets à un groupe d'adultes qui fixent les règles, prêtent un ballon, puis changent d'avis au moindre problème. Frustrant, non? Eh bien, au lieu de continuer à attendre ou de mendier, ces 3 enfants ont eu une idée brillante. Fabriquer leur propre ballon. Un ballon solide, coloré et surtout qui leur appartient à 100%. C'est exactement ce que viennent de faire 3 pays africains. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ils en ont eu assez de dépendre des autres pour faire avancer leur projet. Alors, ils ont créé leur propre banque. Et pas n'importe quelle banque. Une vraie, avec un nom un peu sérieux. Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Mais qui cache en réalité un plan super malin. Investir dans leur avenir avec leur propre argent, sans demander la permission à qui que ce soit. Pas de « s'il vous plaît » au FMI. Pas de « est-ce qu'on peut » à la France. Rien de tout ça. Ils ont mis 500 milliards de francs CFA sur la table, soit environ 830 millions d'euros. De quoi commencer à bâtir des écoles, des routes, des hôpitaux et plein de choses utiles sans avoir besoin de dettes ni de conditions compliquées. Ce qui est fou, c'est que tout ça s'est passé presque en silence. Pas de grands titres à la télé, pas de gros discours, juste une action calme, mais puissante. Parce que parfois, les vraies révolutions ne font pas de bruit. Elles se font avec des idées, de l'audace et un bon plan bien ficelé. C'est comme si 3 enfants qu'on n'avait jamais vraiment écoutés avaient décidé de construire leur propre cabane pendant que tout le monde pensait qu'ils ne savaient même pas tenir un marteau. Personne ne s'y attendait, surtout pas ceux qui pensaient qu'ils n'arriveraient à rien sans l'aide des grands. Et pourtant, ils l'ont fait. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, souvent vus comme les élèves turbulents de la classe, viennent de prouver qu'ils peuvent écrire leurs propres règles. Ils ont rassemblé une somme énorme, des centaines de milliards en monnaie locale, pour créer une banque entièrement à eux, sans l'aide de Paris, de Bruxelles ou de Washington. Ce n'est pas un chèque cadeau de l'étranger, c'est leur propre argent, tiré de ce qu'ils possèdent, de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils économisent. Pour la première fois depuis très longtemps, l'argent destiné à construire leur avenir vient de chez eux, pas d'ailleurs. Et là où ça devient encore plus fort, c'est que cette banque n'a pas été lancée dans une grande ville riche, ni couverte de fanfares ou de tapis rouges. Pas de photos avec des personnalités en costume-cravate, pas de dîner chic avec des invités du bout du monde. Non, cette fois, rien pour impressionner, tout pour agir. Et ça, c'est un message clair. Ces 3 pays ne sont pas les plus puissants d'Afrique. Ils font face à plein de difficultés. Sanctions, menaces, pression. Et malgré tout ça, ils n'attendent plus. Ils ont décidé de ne plus mendier, de ne plus suivre des ordres venus de loin. Ils veulent bâtir quelque chose par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et cette banque, ce n'est pas juste un coffre-fort rempli de billets. C'est un symbole. Le symbole que quelque chose d'énorme est en train de se produire, loin des caméras. C'est aussi la preuve qu'ils ne comptent plus revenir en arrière.
Ils ont quitté les clubs où on ne les écoutait jamais vraiment. Ils ont coupé les cordes qui les attachaient à des systèmes où ils n'avaient pas leur mot à dire. Et là, tout le monde regarde. Pas parce que ces pays crient ou provoquent, mais parce qu'ils agissent en silence, avec détermination. Et c'est ça qui dérange. Ils n'ont pas demandé l'autorisation. Avant, quand ces pays avaient des problèmes, ils faisaient ce que tout le monde faisait. Ils réagissaient. Ils protestaient, demandèrent de l'aide. Parfois même attendaient que quelqu'un vienne les sauver. Mais un jour, ils ont changé de stratégie. Au lieu de répondre aux attaques ou aux sanctions, ils ont dit « Assez parlé, construisons ». Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Pas avec des pancartes ou des discours. Non, avec des idées concrètes, des plans solides et surtout, leur propre banque. Une vraie banque, à eux, faite pour résister, avancer et ne plus dépendre de l'extérieur. Pour comprendre à quel point c'est énorme, il faut savoir comment ça marchait avant. Quand un pays voulait construire un pont, une école ou une usine, il devait souvent aller frapper à la porte de grandes organisations comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement. Mais ces aides venaient de souvent avec des conditions compliquées. C'était comme recevoir un jouet, mais avec un manuel d'instruction écrit dans une autre langue et un minuteur intégré. Avec cette nouvelle banque, les choses changent. Les décisions ne viennent plus de l'autre bout du monde. Elles sont prises sur place, par des gens qui vivent les vraies réalités. Ce n'est pas un symbole pour faire joli. C'est un outil sérieux, prêt à investir dans les choses qui comptent vraiment. Des routes pour relier les villages, des machines pour aider les agriculteurs, des projets pour créer des emplois. Avant, il fallait prouver à des experts lointains qu'un projet valait la peine. Maintenant, il suffit qu'il bénéficie au peuple, et c'est ça la nouvelle règle du jeu. Imagine si tu voulais lancer un projet dans ton quartier, comme construire un petit centre de sport ou réparer toutes les routes cassées. Mais pour ça, tu devais demander l'autorisation à un inconnu vivant à l'autre bout du monde. Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans ton village, qui ne parle même pas ta langue et qui te dit « Je veux bien t'aider, mais seulement si tu fais les choses à ma façon ». C'est exactement ce que vivaient certains pays d'Afrique depuis des années. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de changer les règles. Avec leur propre banque, ils n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils n'ont plus à suivre des objectifs décidés dans des bureaux lointains, par des gens qui ne savent même pas à quoi ressemble la vie dans le Sahel. La seule règle ? Que le projet serve la population locale. Pas les investisseurs étrangers, pas les grandes entreprises internationales, juste les gens du pays. Et rien que ça, c'est une révolution. Et pourtant, personne n'en parle. Pas de panique dans les médias, pas de débats à la télé, pas de réactions choquées. C'est le silence. Comme si ceux qui regardent préféraient faire semblant que cette banque n'existe pas. Mais au fond, ils savent ce que cela veut dire. Ces trois pays, qu'on pensait affaiblis, peuvent se rassembler, s'organiser, et surtout, reprendre le contrôle. Et le plus fort dans tout ça, c'est que cette banque n'a pas débarqué avec de la musique, des lumières ou des grandes affiches. Elle est arrivée calmement, presque en secret, mais avec une ambition immense. Pas pour faire le buzz, mais pour tenir dans le temps, pour construire lentement, sûrement, et surtout sans dépendre des autres. Alors pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi maintenant? Ce n'est pas juste une idée ambitieuse, c'est venu d'un ras-le-bol profond, d'un sentiment que trop, c'est trop. Trop de promesses non tenues, trop d'attentes déçues, trop de décisions prises ailleurs. Et maintenant, ils disent simplement « on va faire les choses nous-mêmes, à notre façon ». Pendant très longtemps, ces pays ont joué un jeu qu'ils n'avaient pas inventé. Ils suivaient les règles d'autres joueurs, espérant qu'un jour, ce serait enfin leur tour de gagner. À chaque nouveau président, c'était pareil. Il fallait promettre d'être bien sage, montrer qu'on méritait un peu d'aide, et faire bonne figure devant les grands chefs du monde. On leur disait « répare ça, change ceci, fais comme ça, et peut-être qu'on t'aidera ». Alors ils disaient « oui », serrèrent des mains, signaient des papiers, puis attendaient. Mais à force d'attendre, beaucoup de choses n'arrivaient jamais. Des routes qui ne sortaient jamais de terre, des écoles qui restèrent des maquettes, et des projets qui s'envolaient comme des bulles de savon après une cérémonie avec des rubans et des discours. Et pendant tout ce temps, les gens dans les villages se demandaient « mais où est passé tout cet argent dont on parle à la radio? Pourquoi notre vie ne change pas ?» La vérité, c'est que cette aide n'était pas toujours là pour vraiment t'aider. Elle obligeait surtout ces pays à rester dépendants, à ne jamais trop bouger sans permission.
Et un jour, quelque chose a changé. Pas dans un éclat de colère, pas avec des cris, mais avec un grand moment de lucidité. Ces nations ont compris que le jeu était truqué depuis le début. Alors, au lieu de continuer à attendre que quelqu'un leur lance une corde, elles ont commencé à construire leur propre pont. Et ce pont, c'est leur banque, leur nouvel outil, pensé par eux et pour eux, sans chaîne, sans conditions, et surtout, sans masque. Pendant des années, chaque fois que ces pays voulaient en faire pousser leurs récoltes ou construire leurs propres usines, on leur disait « pas maintenant, ce n'est pas le bon moment ». Mais dès qu'une grosse entreprise étrangère voulait creuser dans leurs terres pour prendre de l'or, du coton ou de l'uranium, là, bizarrement, tout allait très vite. L'argent coulait à flot. Les autorisations arrivaient en un éclair. Ce n'était pas un hasard. C'était un système bien rodé, et tout le monde le savait. Ceux qui tenaient les cordons de la bourse aimaient que ça reste comme ça. Et c'est ça qui a fatigué le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Pas juste un peu fatigué, vraiment ras-le-bol. Alors quand ils ont créé leur propre banque, ce n'était pas seulement une manœuvre intelligente, c'était aussi un acte de fierté, un moyen de dire « on en a assez de supplier, maintenant on avance seul ». Ils ne sont pas contre le progrès. Pas du tout. Ce qu'ils refusent, c'est un modèle de développement où ils n'ont jamais vraiment eu le volant entre les mains. Et cette décision n'est pas tombée du ciel. Elle fait partie d'un mouvement plus grand. En 2023, ces 3 pays ont formé un groupe qu'ils ont appelé l'Alliance des États du Sahel, AES. Beaucoup à l'étranger ont cru que c'était juste une alliance pour survivre après avoir été mis de côté par d'autres groupes africains. Mais ce n'était pas de la survie, c'était un choix clair. Une vision partagée, une envie de changer les règles, de penser autrement, et surtout de ne plus rester gentiment silencieux face à l'injustice. C'est ce qui rapproche Traoré, Goïta et Tiani. Ce ne sont pas juste des présidents, ce sont des leaders qui racontent une nouvelle histoire, une histoire que les médias habituels n'arrivent plus à traduire correctement. Parce que ce qu'ils veulent changer, ce n'est pas seulement le pouvoir, c'est l'état d'esprit. Ils disent à leur peuple, le moment d'attendre est terminé. Il est temps de croire en nous-mêmes. Il est temps de regarder vers l'intérieur, pas toujours vers l'extérieur. Cette banque-là, ce n'est pas une banque comme celle qu'on voit dans les films, avec des gens en costume qui parlent de chiffres compliqués. Non, c'est une idée déguisée en bâtiment. Une sorte de machine à changer les récits, à casser les vieilles règles et à dire « le développement, ce n'est pas ce que vous croyez ». Avant, les pays devaient approuver leur valeur à des gens qu'ils ne connaissaient même pas. Faire monter leur PIB, améliorer leurs notes de crédit, remplir des papiers pour faire plaisir à des investisseurs très loin d'eux. Mais maintenant, ils ont décidé de faire les choses pour leur peuple, pas pour les applaudissements extérieurs. Ce qui compte, ce n'est plus ce que les autres pensent, mais ce que les gens vivent au quotidien. Et cette décision, elle n'est pas sortie de nulle part. Il y a eu un moment précis, un déclic. Quand la France a retiré ses soldats, quand les sanctions sont tombées, quand l'aide a été coupée comme une punition, juste parce que ces pays avaient osé choisir une autre voie, là, le masque est tombé. Ils ont compris une chose douloureuse. Si on peut tout nous enlever du jour au lendemain, alors étions-nous vraiment libres? C'est là que l'idée de créer leur propre banque est née. Pas comme un simple projet sympa. Non, comme une ligne rouge, un mur qu'ils ont décidé de construire entre leur avenir et ceux qu'ils avaient toujours tenus entre leurs mains. Et cette fois, ce n'était pas un rêve qui allait disparaître. Ce n'était pas une promesse lancée dans le vent. C'était un souvenir brûlant, celui des richesses volées, des décisions imposées, des promesses jamais tenues. Un souvenir qui les a poussés à ne plus jamais revivre ça. Ils n'inventent pas des histoires, ils se souviennent. Alors oui, ils ont bâti une banque. Mais en vérité, ce qu'ils ont construit, c'est une barrière. Une protection. Un symbole fort qui dit « Ici, on décide pour nous. Plus jamais autrement ». Et maintenant que ce mur est debout, beaucoup à l'extérieur le voient comme un danger. Et tu sais quoi? Ils n'ont pas tort. Parce que ce mur est justement là pour déranger. Pour dire que les choses ont changé. Pour de bon. Ils n'ont pas construit cette banque pour faire joli, ni pour montrer qu'ils savent défier l'Occident. Non. Ils l'ont créée parce qu'ils en avaient marre de rêver dans la maison des autres, sous un toit qui n'était jamais le leur. Pendant trop longtemps, tout était contrôlé par des gens d'ailleurs, même les rêves. Si un pays voulait avancer, il devait d'abord demander la permission.
Si quelqu'un voulait bâtir une usine ou une route, il fallait convaincre des financiers à des milliers de kilomètres. Et souvent, on leur disait « plus tard, ce n'est pas prioritaire ». Alors, ces 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont décidé de faire autrement. Ils ont créé leur propre banque. Mais attention, ce n'est pas un trophée. Ce n'est pas une médaille qu'on accroche au mur. C'est un outil de travail. Une boîte à outils géante pour réparer ce que les promesses n'ont jamais construit. Cette banque n'est pas là pour impressionner. Elle est là pour faire bouger les choses. Pendant que certains parlèrent d'investir dans les routes, les seules routes visibles étaient couvertes de poussière et de trous. Pendant que des millions étaient annoncés pour les chemins de fer, les seuls trains qui avançaient, c'étaient les rapports écrits par des consultants bien payés. Mais maintenant, quelqu'un s'y met pour de vrai. Le but ? Relier les pays entre eux, pas les connecter à des ports pour envoyer leurs richesses ailleurs. Par exemple, prendre l'uranium du Niger, le transformer dans des usines au Mali, puis le distribuer au Burkina Faso, tout en restant sur le continent, pour servir les gens d'ici. Ça, c'est une première. Car jusque-là, les routes et les rails allaient toujours dans le même sens, vers l'extérieur. Les trains ne transportaient pas la richesse pour les peuples. Ils l'emportaient loin d'eux, vers d'autres continents. Cette fois, c'est l'inverse. On construit pour l'intérieur, pour les travailleurs, pour les villes, pour les écoles, pour les usines. Pas pour nourrir un système qui a toujours pris sans rendre. Et c'est ça, la vraie nouveauté. La Banque confédérale, ce n'est pas juste un endroit où l'on garde de l'argent. C'est un centre de coordination pour aider les choses à mieux circuler dans la région. Elle veut créer des liens solides entre ceux qui cultivent et ceux qui transforment les récoltes, entre ceux qui extraient des ressources et ceux qui les utilisent, entre les produits locaux et les marchés voisins. C'est un peu comme construire un grand puzzle où chaque pièce est enfin à sa place. Mais cette révolution ne va pas se faire seulement avec des routes ou des rails. Le prochain défi, c'est l'énergie. Dans ces pays, l'électricité manque souvent. Les coupures sont fréquentes et l'énergie coûte cher parce qu'elle vient de loin. Alors la banque propose autre chose, des sources d'énergie locales, propres et bien pensées. Le projet ? Installer des fermes solaires, là où le soleil tape fort et où les villages ont le plus besoin d'électricité. Pas des méga-centrales construites par des entreprises étrangères. Non, des petits réseaux solaires gérés par les communautés elles-mêmes. Et tu sais ce que ça change ? Beaucoup de choses. Quand il y a de la lumière, les écoles restent ouvertes, les cliniques gardent les vaccins au frais et les petites entreprises peuvent travailler sans payer des fortunes en carburant. Le progrès devient réel. Mais l'électricité, ce n'est qu'un début. Il y a aussi la nourriture. Pendant des années, ces pays ont importé du riz, du blé et toutes sortes de produits transformés, alors même que leurs terres sont capables de nourrir toute la population. Pourquoi acheter ailleurs ce qu'on peut cultiver chez soi? C'est la question que pose la Banque confédérale. Elle veut aider les villages à créer leurs propres fermes, leurs propres usines de transformation et même leurs propres marchés, avec des coopératives locales dirigées par les habitants. Le but est simple mais puissant. Manger ce qu'on fait pousser et faire pousser ce qu'on va manger. Pas de dépendance, pas d'attente. Juste une chaîne complète, gérée à l'intérieur pour retrouver le contrôle sur l'alimentation et l'énergie, les deux piliers de la vie quotidienne. Tu sais pourquoi, pendant longtemps, ces pays ne produisaient pas toute leur nourriture eux-mêmes. Ce n'était pas parce qu'ils ne savaient pas faire pousser les choses, pas du tout. Le problème, c'est que le système rendait ça presque impossible. Les aliments venus de l'étranger arrivaient avec des prix cassés parce qu'ils étaient subventionnés. Pendant ce temps, les agriculteurs d'ici, eux, devaient travailler dur, avec peu de moyens, sous le soleil, sans machine et parfois sans eau. Résultat, il coûtait moins cher d'importer du riz ou de la purée de tomates d'Europe que de produire les mêmes choses localement. Un vrai non-sens. Mais la Banque confédérale vient changer toutes les règles du jeu. Désormais, les agriculteurs peuvent accéder à des outils, de l'irrigation, des entrepôts et même des petites usines de transformation. Ce qui veut dire que les tomates récoltées dans un village ne seront plus bradées, mais transformées sur place, en sauce, en pâte, prêtes à être vendues dans la région, pas à l'autre bout du monde. Et ça, ce n'est pas de l'aide, ce n'est pas un cadeau, c'est de la souveraineté. Un pas de plus vers une vie plus digne, culture après culture, outil après outil, village après village. Mais ce n'est pas tout. Parlons du ciel maintenant. Oui, même le ciel était verrouillé. Pendant des années,
Pour voyager d'un pays ouest-africain à un autre, il fallait faire une escale en Europe, payer un billet hors de prix, remplir des papiers, comme si les pays voisins étaient à l'autre bout de la planète. Mais ça aussi, ça change. La Banque confédérale prépare le lancement d'une compagnie aérienne régionale. Une vraie qui reliera directement Bamako, Niamey et Ouagadougou. Pas d'escale, pas de visa compliqué, pas de prix exagéré. Ce projet va permettre plus de commerce, plus de tourisme, plus de rencontres entre les peuples. Parce que se parler, se visiter, apprendre les uns des autres, c'est aussi ça, construire une région forte. Et ce n'est pas fini. Tu sais, pendant longtemps, même l'argent ne circulait pas librement entre ces pays. Pour envoyer de l'argent du Mali vers le Niger, il fallait passer par le système CFA, converti en euros, avec plein de frais. Et ça, c'est terminé. La Banque confédérale développe maintenant des systèmes de paiement modernes, accessibles à tout le monde, sans avoir besoin d'euros ni de dollars. Tu peux acheter, vendre, envoyer et recevoir de l'argent entre les pays, comme si tu le faisais avec ton voisin. Enfin, un commerce libre et fluide, sans chaîne coloniale. Et pour être bien clair, cette banque n'est pas menée par des rêveurs en colère ou des idéologues enfermés dans des idées extrêmes. Non. Elle est dirigée par des bâtisseurs, des gens pratiques, qui en ont assez d'attendre que les solutions viennent de l'extérieur. Ils les créent eux-mêmes. Et ça, c'est nouveau. Et c'est puissant. Ceux qui dirigent la Banque confédérale ne sont pas là pour jouer au hasard. Ce sont des stratèges. Chaque projet, chaque prêt, chaque centime investi est pensé avec soin, comme une pièce sur un grand échiquier. Ils savent que l'argent qui semble facile cache souvent des pièges invisibles. Ils ont lu les contrats. Ils ont vu comment certaines aides transforment des pays en prisonniers de leurs propres dettes. Alors cette fois, c'est eux qui fixent les règles. Ils n'ont pas des milliards dans les coffres. Pas encore. Mais ils ont quelque chose d'encore plus rare. La volonté, la coordination, l'indépendance. Chaque euro qu'ils investissent est destiné à résoudre un vrai problème, pas à satisfaire un tableau Excel dans un bureau lointain. Car quand on tient enfin le volant, on ne prend plus la route tracée par d'autres. On choisit un chemin neuf qu'on construit soi-même, pas pour rattraper l'Occident, mais pour bâtir ce que l'Occident n'a jamais voulu leur offrir. De l'extérieur, certains voient une simple banque, des comptes, des bilans, des budgets, des tableaux financiers. Mais ceux qui regardent de plus près voient autre chose. Ce n'est pas juste une banque, c'est une colonne vertébrale. Une forteresse invisible, tissée entre trois pays, pensée pour durer, pour résister, pour relier. Derrière les dossiers de financement et les tableaux Excel, il y a un projet bien plus grand. Unir trois nations dans un seul élan. Créer un avenir que personne ne pourra séparer à nouveau. Car l'histoire du continent africain a souvent été marquée par une seule stratégie. Diviser pour mieux régner. On a tiré des lignes sur la carte, séparé les peuples avec des langues différentes, imposé des monnaies étrangères, installé des fuseaux horaires qui ne correspondaient même pas au soleil. Des pays qui partagent des rivières n'ont pas de pont. Des voisins qui parlent la même langue échangent avec des devises venues d'Europe. On a fait de l'Afrique un puzzle qu'on ne voulait pas reconstituer. Mais aujourd'hui, cette banque, ce projet, ce rêve, c'est le début d'un collage. Un collage fait par les mains de ceux qu'on a voulu séparer. Pendant longtemps, des pays qui auraient dû avancer ensemble ont été poussés à marcher chacun dans une direction différente. Ce n'était pas un accident. Des pays voisins, qui partagent les mêmes terres, les mêmes langues, les mêmes cultures, ont été reliés à des donateurs différents, obligés de suivre des règles différentes, de dépendre d'aides différentes. Et tout ça, c'était voulu. Une manière de les maintenir séparés. Pas seulement économiquement, mais aussi politiquement. Une Afrique divisée est plus facile à contrôler, et plus faible aussi. Mais aujourd'hui, la Banque confédérale fait tomber ce vieux mur. Elle ne vient pas avec des discours, elle vient avec des câbles de fibre optique, des routes solides, des projets agricoles partagés, des centrales d'énergie connectées, et surtout, un plan commun. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'avancent plus seuls. Ils construisent ensemble. Pas à travers des accords sur papier glacé, mais à travers des projets réels, sur le terrain, des entreprises en commun, des données qui circulent sans frontières, des infrastructures pensées pour tous. Et ça, c'est du jamais vu. Cette banque ne finance pas des pays, elle finance un bloc uni. Et ça change tout, parce que quand on met en commun les plans, l'énergie, les transports, la nourriture, on ne forme plus trois pays fragiles.
ont construit une seule force régionale, coordonnée, alignée, prête à tracer sa propre voie. C'est ça, l'esprit de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Et la Banque confédérale, c'est le moteur de cette alliance. C'est elle qui transforme les idées en actions, les intentions en infrastructures et les rêves en véritable connexion entre des peuples que l'on voulait garder séparés. Depuis des décennies, l'Afrique a été morcelée, par des frontières tirées à la règle, par des langues étrangères, par des monnaies venues d'ailleurs, par des fuseaux horaires décalés, des pays qui partagent des rivières, mais pas de rails, des peuples qui parlent la même langue, mais échangent en devises étrangères, des voisins proches, mais dépendant de créanciers différents. Mais aujourd'hui, quelque chose d'autre se construit. Pas à travers la division, à travers l'union. Non, ce n'était pas une erreur, c'était fait exprès. Pendant des années, les pays d'Afrique de l'Ouest ont été maintenus dans une forme de dépendance. Pas seulement parce qu'ils avaient besoin d'argent venu de l'extérieur, mais aussi parce que leur faiblesse était entretenue, volontairement, pour les empêcher de se renforcer ensemble. Mais aujourd'hui, la Banque confédérale brise cette mécanique. Au lieu de signer encore des traités sans fin ou d'attendre des conférences interminables, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de construire. Littéralement. Pas des promesses, pas des slogans. Du béton, des câbles, des projets partagés, des réseaux numériques souverains. Ce n'est pas une banque qui distribue des chèques à droite ou à gauche. C'est une force commune qui finance un bloc solidaire, uni dans leurs plans, leurs infrastructures, leur énergie, leur transport et leur sécurité alimentaire. Et quand tout ça s'aligne, vous n'avez plus 3 pays fragiles, vous avez une entité coordonnée, résiliente, stratégique. C'est ça, l'idée centrale de l'Alliance des États du Sahel, AES, et la Banque confédérale, c'est le moteur qui fait tourner cette machine. Elle transforme les belles paroles en routes bien tracées, les visions politiques en centrales solaires, en fermes connectées, en rails concrets. Et elle transforme des communautés autrefois isolées en partenaires actifs, qui échangent, qui coopèrent, qui avancent ensemble. Mais si on veut vraiment comprendre pourquoi cette banque est si importante, il faut regarder ce qu'elle remplace. Avant, quand on parlait d'unité régionale en Afrique de l'Ouest, on pensait tout de suite à la CEDEAO. Sur le papier, c'était une belle idée. Un grand bloc régional, uni, ambitieux. Mais en réalité, une structure paralysée, souvent dominée par les plus grands, comme le Nigeria, aligné sur les décisions de l'Occident, et toujours coincé dans un système monétaire hérité de la colonisation lié à l'euro. Les petits pays de la région ont dû, pendant des années, supplier pour obtenir un peu de souplesse, un peu de marge pour respirer. Et souvent, on leur répondait avec de la paperasse. Et puis un jour, les dirigeants du Sahel ont dit non. Non aux bases militaires étrangères. Non aux contrats injustes. Non à cette façade d'unité qui n'aidait personne sauf ceux qui tenaient les ficelles. Et que s'est-il passé? La CEDEAO n'a pas réagi comme une famille qu'on aurait pu espérer. Elle a sanctionné, isolé, puni. Quand le Sahel a été mis à l'écart, avec des sanctions, des suspensions, des frontières de fermées, ça ressemblait moins à une discussion entre voisins qu'à une punition autoritaire. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que le départ du Sahel de la CEDEAO, ce n'était pas un refus d'unité, c'était une nouvelle définition de l'unité. Il ne disait pas non à la coopération. Il disait non à une intégration imposée, contrôlée de l'extérieur, qui ne servait pas leurs intérêts. Et aujourd'hui, avec la Banque confédérale au cœur de ce nouveau système, l'AES, Alliance des États du Sahel, n'est plus un simple accord politique. C'est une machine en mouvement. Elle a un budget commun, une stratégie monétaire et même des lois économiques partagées déjà en train de se mettre en place. Ensemble, ces pays travaillent sur des accords douaniers, des plans d'approvisionnement conjoints, un marché régional unifié pour les biens et services essentiels. Et tout cela est coordonné par leur propre banque. C'est là que ça devient vraiment puissant. L'unité n'est plus juste une idée, c'est devenu un bouclier. Avant, chacun était vulnérable. Un coup d'État, une coupure d'aide, une sanction, et c'était la panique. Mais unis, les choses changent. Quand un pays tombe, les autres le relèvent. Quand le Burkina Faso a été privé d'aide, le Mali a répondu présent. Quand le Niger a été frappé par des sanctions, ses partenaires de l'AES ont ouvert de nouvelles routes commerciales pour éviter l'asphyxie. C'est ça, la force d'un bloc.
Il n'y a plus de point faible unique à attaquer. Il n'est plus possible de faire pression sur un pays pour en faire tomber deux autres. Ils se protègent mutuellement. Ils avancent ensemble. Et maintenant, avec leur propre banque régionale, ils n'ont plus besoin d'expliquer leur choix à des créanciers étrangers. Ils n'ont plus à reformater leurs économies à chaque fois qu'une agence occidentale décide de changer ses critères. Ils reprennent la main, à leurs conditions. Ce que ces pays ont créé, c'est un cercle solide, pas fermé par le secret, mais ouvert à ceux qui respectent une idée simple, l'autodétermination. Et la Banque confédérale, c'est la porte d'entrée. Si vous voulez accéder aux opportunités, au financement ou au marché au sein de ce bloc, vous devez jouer selon les règles de l'AES, pas celles de Paris, ni de Washington, ni de Bruxelles. Pour la première fois, ce sont les pays africains qui posent le cadre. Et ce sont les autres qui doivent choisir s'ils veulent y entrer ou rester dehors. De retour sur ces plateaux, j'espère que cette vidéo vous a fait énormément plaisir. Les 3 étoiles brillantes de l'Afrique, Mali, Niger, Burkina Faso. Félicitations à vous. Félicitations. Du jamais vu. Du jamais vu. L'AES a dit non aux Occidentaux. Et voilà maintenant. Voilà le résultat. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Si d'autres dirigeants devraient suivre l'exemple du président du Mali, Niger, Burkina Faso, l'Afrique aura une nouvelle forme, n'est-ce pas? Félicitations à vous. Faut pas seulement passer par les Occidentaux pour avoir l'accès ou pour créer, pour développer l'Afrique. Non. Nous pouvons les faire sans eux. Nous pouvons créer notre propre monnaie qui va circuler en Afrique pour gérer aussi notre économie parce que l'Afrique est bénie. Et ils disent nous sommes des pauvres. Ils disent beaucoup de choses sur l'Afrique. Mais ce sont eux qui viennent vers nous. Ce sont eux qui viennent piller nos ressources. Et voilà maintenant l'AES. Aujourd'hui, il décide de créer une banque pour le développement de l'Afrique. Et cette banque va aider aussi à construire des écoles pour la jeunesse. Parce que l'avenir de demain, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Donc ces jeunes-là doivent être formés, doivent passer par l'école. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Les plans qui a énervé les Occidentaux, voilà pourquoi le président Ibrahim Traoré a été attaqué par les Occidentaux. Coup d'État raté, gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Heureusement. 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 Tout ça parce que ils ont compris que nous devons faire mieux sans leur aide. Nous devons faire mieux sans leur appui. Ils commencent maintenant à attaquer des bonnes personnes. Vous allez échouer parce que vous êtes déjà à la fin. C'est la fin. C'est le temps de libérer l'Afrique dans l'esclavagisme. C'est le temps de réveiller l'Afrique. De réveiller la conscience des peuples africains. On ne peut pas continuer à courir derrière les Occidentaux. Ils nous manipulent. Et ils nous traitent aussi des esclaves. Félicitations à vous pour ces bons plans. Ils sont déjà choqués. Voilà pourquoi ils commencent à attaquer les bonnes personnes, les gens qui dirigent bien le pays. Ibrahim Traoré, il est en train de diriger Burkina Faso. Aujourd'hui, Burkina Faso est dans la droiture. Nous aussi, le peuple africain, nous sommes derrière les bons dirigeants. Vous voyez, c'est un exemple à suivre, n'est-ce pas? Et pourquoi pas rejoindre l'AES pour travailler ensemble pour le développement de l'Afrique? Nous avons besoin de tels dirigeants en Afrique. Et nous avons besoin de tels dirigeants en RDC. Les dirigeants capables de diriger les pays dignement.
sans pour autant avoir peur. On ne peut pas toujours attendre la décision des Occidentaux pour faire mieux en Afrique. Non, on peut les faire sans eux. On peut les faire sans eux parce que c'est le temps de la libération. C'est le temps de la libération. L'Afrique doit être libre et debout. L'AES, les États unis d'Afrique, nous sommes fiers de vous. L'AES, la meilleure voie à suivre. La meilleure voie à suivre pour combattre les compétents. Les compétents, ce sont des Occidentaux. Et ils disent que nous sommes des incompétents. Non, c'est santé. C'est santé. Le peuple africain est intelligent. 3 fois intelligent. Vous avez vu comment est-ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire des choses. Le président de Niger, le président de Mali, bravo à vous, félicitations. Nous voulons que la RDC se comporte comme ça. Comme ça. Pour que nous ayons la paix à l'est de la RDC. Pour que le peuple congolais soit libre. Nous méritons la paix. Et nous ne voulons pas la guerre. Mais aussi longtemps que nous allons demeurer toujours avec les Occidentaux, nous resterons toujours des esclaves. Et il n'y aura pas la paix à l'est de la RDC. Quittons leur association, quittons leur communauté. Allez dans l'AES. Il y a des bons projets là-bas. Il y a une bonne vision. Demeurons unis pour l'état de l'Afrique. Afin de développer l'Afrique et gérer l'économie. Et créer notre propre monnaie qui va circuler uniquement en Afrique. C'est une très bonne idée. Vive l'AES. Nous sommes à la fin de votre émission Sauvons l'Afrique a pour but de réveiller la conscience des peuples africains partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre sur KTG News. Nous vous disons un grand merci et un grand merci aussi à Montréal. On se retrouve comme ça à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais.